Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Comptez sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Bon, bien nous voilà sortis de la passe. Étonnamment facile de sortir de cette capitale. Donc là, direction Puno maintenant. 5 heures de route, il est à peu près 13h, 14h, donc c'est pas sûr d'y arriver aujourd'hui. C'est le suspense. Moi je suis contente de reprendre le stop. Ça fait une petite semaine là et ça m'avait manqué. Du coup je suis contente. Même si on dort par terre là cette nuit, je suis contente presque. On est en train de partir de la Bolivie, là on passe le panneau pour rentrer au Pérou. Et encore une victoire pour l'équipe Antonin Emmanuel. Première nuit dans un petit hôtel au Pérou, c'était vraiment pas cher a priori, on a payé 15 € la nuit, c'est ça, 15 € pour une chambre qui est quand même assez grande, assez cool. Et là ce matin on va directement au port pour aller visiter toutes les petites îles du lac Titicaca. Donc là c'est un petit peu le rush, on est en retard. Notre première étape c'est les îles Oros, à seulement 30 minutes de Puno. C'est un endroit très intéressant puisque ce sont des îles artificielles flottantes, construites à partir de totora, une plante aquatique locale. Elles sont habitées par le peuple Oros depuis des siècles. Ce cadre unique attire énormément de visiteurs, ce qui pose quelques problèmes. Sur le plan socio-culturel, le tourisme de masse a profondément modifié la vie des communautés Oros. Si cette activité leur apporte une source de revenus essentielle, elle entraîne aussi des changements dans leurs traditions et leur mode de vie. Certaines îles ont évolué pour répondre exclusivement aux attentes des touristes, avec des mises en scène folkloriques parfois très éloignées de la réalité quotidienne. C'est difficile de juger en tant qu'Européen, et l'ambiance est vraiment pesante et désagréable. Que dire? Alors juste en face, c'est l'île Amantani. Première expérience sur le Titicaca pour Emmanuel. Pour l'anecdote, j'étais déjà venu il y a 3 ans. Je connais un petit peu l'endroit. J'avais déjà logé justement sur Amantani. Yes, I would, if I only could, I surely would. Selon la légende inca, Titicaca est aussi le lieu de naissance du dieu soleil, un site sacré où se régnait le premier inca, Manco Cápac. Ce lieu magique où ciel et terre semblent se rencontrer continue de fasciner voyageurs et pèlerins, attirés par la beauté et la spiritualité qui émanent de ses rivages. À peine après avoir quitté le Titicaca, nous voici déjà arrivés à Cusco, 500 km plus loin. Cusco, c'est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Elle est aujourd'hui l'une des villes les plus emblématiques du Pérou. Cusco est aussi un centre vivant de la culture quechua, où les traditions andines continuent d'animer la ville. Et c'est génial parce qu'elle a su garder son authenticité malgré le tourisme. Là, on va vous montrer le marché de Cusco, qui est vraiment un endroit hyper important pour vraiment sentir l'âme de la ville. Tout autour du marché aussi, on voit qu'en fait, les gens mettent leur étal partout, ça se limite pas juste au marché. Et du coup, ça donne une âme qui est hyper intéressante et il y a des trucs partout, c'est trop bien. Donc on va aller voir ça.
Cusco, je crois que c'est la définition pour dire nombril. Et du coup un peu pour dire que c'est le nombril de l'Amérique du Sud, parce que c'était peut-être la ville la plus puissante d'Amérique du Sud à son époque. Globalement le Pérou c'est génial, mais comme vous avez pu le voir c'est passé quand même assez vite. En fait on a un gros souci au niveau du stop. Ici les gens pratiquent énormément le stop, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, on voit beaucoup de gens sur le bord de la route comme ça avec le pouce. Sauf que le problème c'est que ces gens-là font du stop en contrepartie d'une participation financière. C'est un petit peu comme du covoiturage, ce qui rentre pas dans notre définition du stop. C'est pas un problème d'argent en plus. On peut payer, c'est vraiment pas cher. Le problème c'est que l'échange il est complètement faussé, ça n'a rien à voir quoi, c'est pas du tout ce qu'on recherche dans le stop. Il n'y a pas vraiment de solution à ça. Moi je dois être au Panama pour le 7 mai. Au moment où je vous parle on est le 25 avril. Ce qui fait qu'il me reste un peu moins de 2 semaines pour remonter jusqu'au Panama. Parce que j'ai la traversée du Pacifique et que j'ai un voilier qui m'attend. Je peux pas prendre un autre voilier parce qu'il n'y a plus de voilier pour traverser, c'est à la fin de la saison. Parce qu'il y a vraiment un moment précis pour traverser. Donc en plus, je dois être très rapide pour remonter jusqu'au Panama. Ce qui fait que je vais pas pouvoir visiter la Colombie, l'Équateur, même le Pérou en soi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au Pérou. Et donc juste voir Cusco, c'est ne pas visiter le pays quoi. Et bon, il y a quand même cette frustration là qui est présente. Surtout avec du stop qui est pas évident et qui est moins intéressant qu'avant. Il y a un truc que je me dis, c'est est-ce que ça fait que c'est pas du tout du stop en fait. À partir du moment où on donne de l'argent, dans notre définition à nous, avec Emmanuel, c'est qu'on fait pas vraiment de stop. On casse un petit peu l'idée du projet de tour du monde en stop, même si en soi, bon, c'est pas un tour du monde 100% en stop de toute façon. Je pense que c'est un tour à 95%. Quand on est dans des villes, on fait pas de stop parce que ça sert à rien. Des fois, il y a des petits ruisseaux à traverser. Par exemple, quand on est en Amazonie, faut payer une petite barque. J'ai pris un ferry pour aller aux îles Canaries. Donc, dès qu'on a terminé le Machu Picchu, on va remonter direct sans faire aucune pause, ce qui va être un peu horrible, mais c'est comme ça. Là, je sais que je vais pas pouvoir visiter tous les pays du monde, c'est déjà très bien comme ça. Voilà pour le monologue un petit peu ennuyeux. Puis très rapidement, on va aller direction Aguascalientes, qui est la petite ville juste en dessous du Machu Picchu. Et on va encore une fois tenter de faire du stop et on va vous montrer comment ça marche. D'ailleurs, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Bon, alors, on vient... Non, pas... Vamos en la direction de Ollantaytambo. Tout à l'heure, je voulais vous expliquer un truc, mais j'ai été coupé parce qu'on n'a même pas eu le temps de faire du stop à l'endroit où on avait prévu de faire du stop, que quelqu'un s'est arrêté. C'est pour vous dire à quel point c'est ultra facile ici, il n'y a même pas besoin de lever le pouce. Il voit une tête de touriste comme ça, qui a l'air d'avoir besoin d'être avancé sur la route. Mais là, du coup, étonnamment, lui expliquer le projet, il a dit « Bon, allez, je vous emmène quand même gratuitement ». Je me sens toujours mal à l'aise, moi. Avec nos têtes d'Européens, on est censé être riches et... C'est le stop, tout n'est pas facile. Je sais pas, c'est un peu gênant. Mais après, en soi, les gens ont leur libre arbitre quand on leur explique le projet et c'est comme ça. Nous sommes arrivés à Ollantaytambo. On a trouvé cette petite chambre pour 60 soles. 60 soles, ce qui représente, Emmanuel, en euros. J'en ai absolument aucune idée parce que je ne comprends rien en conversion depuis le début du voyage. C'est environ 15 euros. Demain, je pense qu'on va peut-être visiter Ollantaytambo. En fait, c'était pas prévu, mais vu qu'on y est, j'ai quand même envie de vous faire un partage un petit peu Restez connectés. Un partage un petit peu plus riche de toute cette période-là, parce que je trouve ça intéressant de voir un petit peu aussi tout ce qui se trouve autour du Machu Picchu, comment on fait pour y aller, parce qu'on a vraiment que l'image du site touristique en lui-même, alors qu'il y a aussi plein de choses hyper intéressantes, je trouve, à côté. Beaucoup de blabla encore une fois. Cet épisode, il va être chiant. Et pas beaucoup de résultats. Cet épisode... Ça y est, on vient d'arriver dans le site archéologique d'Ollantaytambo. Et donc là, on est sur toutes les terrasses agricoles. En fait, ces montagnes-là, c'était très compliqué de cultiver dessus. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait de la pluie, il y avait tout qui partait dans la descente. En mettant des terrasses agricoles comme ça, en ayant plein de petites surfaces planes, ça permettait vraiment de garder les ressources et puis de pouvoir cultiver vraiment partout, même en montagne. Originellement, c'est une ville fortifiée qui contrôlait l'entrée du Machu Picchu et puis la route vers l'Amazonie. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand Cusco a été envahi par les Espagnols, à peu près au XVIe siècle, c'était une ville qui a été complètement fortifiée par les Incas pour résister aux assauts espagnols. La ville a su résister et je crois que c'est un des seuls exemples où les Incas ont réussi à résister aux Espagnols. Et ça, c'est beau, la résistance à la colonisation. On vient de récupérer nos sacs à l'auberge. On est reparti pour faire du stop. Direction le point final pour arriver au Machu Picchu. Fatigué déjà? Ouais.
super. Super top. Putain, la poussière dans la gueule. Ah. Donc voilà, c'est encore la même problématique qu'hier évidemment. Les effets secondaires des attentes interminables en stop, c'est ça, du cringe. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais faire un sketch. Vas-y, je te filme. Ok, je fais un sketch. Et ça vous arrive pas à vous des fois d'avoir envie de péter et en fait c'était pas un paix. T'as un sacré souci là. Tu sais que personne va rigoler à tes blagues là. On a réussi à trouver un pick-up. On est enfin arrivé au bord des rails pour aller au Machu Picchu. C'était long, on s'est fait arnaquer. Il y a un mec qui nous a pris, qui nous a demandé 60 soles. On a une jolie marche de 2h30 qui nous attend le long des rails. Il fait beaucoup plus chaud qu'à Cusco parce qu'en fait on est beaucoup plus bas en altitude, on est aux alentours de 2400 mètres je crois. Il y a déjà des petits grains de café et tout. On sent bien le climat tropical. Je sais pas si vous voyez ces petites graines là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc vous avez le petit grain comme ça, qui ressemble vraiment au grain de café, mais pour l'instant ils sont blancs parce qu'ils n'ont pas été torréfiés. Vous venez de voir le train passer. Malheureusement un train en stop c'est un peu compliqué. Donc on va marcher. Donc là on va partir. Et on est un petit peu en retard. Je suis malade. Voilà, c'est une belle journée en perspective. Du coup, quand elle dit malade, c'est qu'elle a la grosse diarrhée. Là, il est 5h40, même plus. Du coup, il faut qu'on se dépêche. On a 1h30 à peu près de montée pour arriver aux portes du Machu Picchu. On va monter du coup par ce sentier-là. Il y a des bus qui peuvent monter, mais évidemment, on va pas prendre les bus. On va prendre du coup ce petit chemin-là. Ça va? Réponds pas, c'est qu'elle est bien. On est arrivé. Ça y est, on vient de rentrer sur le Machu Picchu. Pour l'instant, on ne le voit pas encore. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est chanceux, c'est super beau. Et donc, je vais commencer à vous donner 2-3 petites infos. Déjà, le lieu date à peu près du 15e siècle. Et il a été habité très peu de temps, à peine 30-40 ans. Très vite, en fait, il y a eu l'arrivée des Espagnols qui ont envahi tout le Pérou. Et donc, le Machu Picchu a été abandonné. C'est pour ça qu'il a été recouvert de végétation et qu'il a été un petit peu perdu dans la montagne. On est au temple de la Pachamama, tout en bas. Et en fait, si vous regardez un petit peu plus haut, vous avez le temple du soleil. Donc on a 2 temples pratiquement au même endroit. En bas, vous voyez, c'est là où du coup on faisait les offrandes humaines. Et donc typiquement, vous pouvez avoir des sacrifices de personnes humaines. C'était toujours des femmes parce que c'est elles qui représentaient la fertilité. C'est la porte d'entrée pour aller au temple du soleil et de la Pachamama. Et donc, il y a une particularité, vous voyez, c'est que là, il y a 2 trous. Et là aussi. Mais en fait, c'était pour mettre une porte. Mais il y avait une vraie nécessité parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus bas, il y avait des offrandes humaines, des offrandes animales aussi. Et il y avait des animaux sur le Machu Picchu. Vous pouvez même y avoir des pumas. Et donc, pour éviter que ces animaux rentrent et mangent tout ce qui est cadavre, etc., bah, ils ont mis des portes pour vraiment éviter qu'ils puissent rentrer. Je laisse admirer les escaliers. En direct pour vous,
putain, mais ça à descendre, je suis pas à l'aise moi. C'est mieux. J'annule. Faut mieux pas prendre ces escaliers. Emmanuel, elle est quasiment au bout. Avec une magnifique vue sur tout le Machu Picchu. On n'a jamais su en fait la raison exacte de sa construction, mais on a des pistes. Pour certains, c'est de grande université parce qu'en fait on a retrouvé énormément de corps mais uniquement de jeunes. Et donc la deuxième piste, c'est que ce serait une résidence secondaire de l'empereur qui s'appelait l'Inca. En fait, il n'y avait pas plusieurs Incas, on dit les Incas, mais en fait, le seul qui pouvait s'appeler Inca était l'empereur. Les autres s'appelaient les Quechua. Il faut savoir que sa résidence principale, à l'Inca, elle était située à Cusco. Et pour venir ici, c'était plus de 30 à 35 jours. C'était quand même beaucoup de temps juste pour venir dans la résidence secondaire. Je venais quasiment tous les ans. Enfin, c'est une supposition, encore une fois. Il n'y a rien de tangible et de sûr parce qu'il n'y a eu aucun livre de laissé, il n'y a eu aucun écrit, donc c'est très compliqué de pouvoir vraiment savoir ce qui s'est passé. Après le Machu Picchu, les journées ont été intenses. J'avais plus qu'une semaine et demie pour rejoindre le Panama. C'était vraiment une course contre la montre, et avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de filmer. Donc pas vraiment de vidéo pour cette partie du voyage, mais ça a été du stop tous les jours sans aucune pause. La traversée du Pacifique marqua aussi pour moi la fin du voyage avec Emmanuel. J'allais reprendre mon chemin seul, et elle allait reprendre ses études après son année de césure. Je vous ai quand même filmé nos au revoir. Bon, c'est bon, je suis à l'aéroport. Je vais dire au revoir à Emmanuel. Arrête. Après quasiment 7 mois passés ensemble, c'est les au revoir. Du coup, je pense que ça va être compliqué pour tous les deux. Depuis la Colombie, impossible de rejoindre le Panama à cause d'une jungle épaisse réputée comme étant la plus dangereuse au monde à cause du narcotrafic. Alors j'ai décidé de prendre un avion depuis Bogota pour rejoindre directement Panama City. C'est malgré tout avec plein d'excitation et 4 jours de retard que je vais pouvoir me lancer sur la Transpacifique. Là, clairement, pour moi, il y a plus de chances qu'on fasse demi-tour, qu'on continue. On peut pas partir à faire une traversée de 23 jours en ayant un truc qui peut lâcher à tout moment, quoi.